est parti. Malheureusement. Alors on est dans Rochen Mishpat, comme d'habitude. Rochen Mishpat, c'est la 4e partie du Shulchan Aruch. Et en fait, qui est la plus... Bien qu'elle soit... Les gens pensent qu'elle est réservée aux Rabbanim, Dayanim, Talmidei Chachamim, elle est réservée à tout le monde. Et chacun doit connaître Rochen Mishpat parfaitement. Alors, voici le cas de ce soir. Donc, comme on est dans les lois de vol, Gzela ou Gneva, alors il donne un cas de figure très fréquent. Il dit Mi shenitral fullo kelav bebeta avel ou bebeta mishte. Quelqu'un dont on a inversé les habits, soit dans une maison de deuil, un mariage, d'accord, un lieu public, une synagogue, d'accord. Donc on lui a pris son manteau et on lui a laissé un autre manteau. Il n'a pas... La halakha dit ici qu'il n'a pas le droit de se servir de ce manteau qui est resté, quoi. Chez Aré, parce qu'en fait, même s'il va dire qu'à ce moment-là, l'autre, il a pris son manteau, donc il s'en sert. Donc il aurait pu, en quelque sorte, lui rendre l'appareil. En plus, tu te sers de mon manteau, je me sers du tien. Arezek Gozel Mina Gazlan. D'accord ? Ça s'appelle voler d'un voleur, et on sait très bien que celui qui vole d'un voleur, il fait un issour. On n'a pas le droit de voler d'un voleur. Cet argument que les gens tiennent toujours, ah, ben, l'État nous vole, donc je peux voler l'État, ou il m'a volé, je peux le voler, ça ne tient pas la route dans aucun livre de halakha. Et donc à ce moment-là, il utilise le manteau de l'autre. Il dit bien que l'autre est peut-être en train d'utiliser le tien, toi tu n'as pas le droit de voler d'un voleur. De là on apprend qu'un voleur, c'est pas forcément un voleur conscient. Il n'est pas censé avoir pris le manteau, comment on dit, volontairement. C'est probablement trompé. Ve'asur la sot din le'atzmo, et on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Et là, alpi beddin, là il faut passer par un beddin. Pas comme on avait vu l'autre fois, dans le cas où quelqu'un vous vole un objet, vous pouvez l'attraper, lui dire rends-moi l'argent, rends-moi l'objet, et ne pas passer par un beddin, et même le frapper, on avait dit. Là on dit non, il n'y a pas besoin de ça. Il faut passer par un beddin s'il y a une contestation. Comme c'est expliqué plus haut. Et donc, quand le propriétaire du manteau va venir, il faudra lui rendre. Même si son manteau à lui a disparu. D'accord ? Donc lui, il a été intelligent, il a mis un papier. Il a mis un papier où il a téléphoné, il a dit voilà, j'ai perdu mon manteau. Probablement quelqu'un l'a échangé avec le mien. Ok, on a retenu le papier, quelqu'un l'appelle, lui dit voilà, le manteau c'est à moi. Donc il donne des signes. Évidemment, il donne des signes. Il dit dans le manteau, il y avait une liasse de 100 000 $, un paquet de Marlboro et un téléphone sans fil. Ah, il dit bon, c'est vrai. C'est donc vous. Donc il dit venez chercher votre manteau. Il dit mais attendez, mais rapportez le mien. Il dit non, mais le vôtre. Moi, j'ai pas le vôtre, moi, je sais pas de quoi vous parlez. Je sais que j'ai perdu le mien au mariage. Quand je suis parti, il n'y avait plus de manteau. Mais j'ai pas pris le vôtre. Ah, mais vous avez pris le mien. Alors, lui, il croyait récupérer le sien et rendre le sien. Il dit non. Et bien, malgré tout, il doit quand même lui rendre. Il ne va pas dire je me venge sur lui et je vais garder ce manteau puisque j'ai perdu le mien. Non, tu dois lui rendre le sien. D'accord ? Pareil, comment on dit, idem, s'il y a eu un échange de chemises dans une laverie. D'accord ? Ça arrive souvent, ça. Ah, oui. Dans les
les lavages, laveries, ou dans les chivotes, ou dans les machines à laver publiques, il y a eu une version de linge. D'accord? Là, il donne l'exemple de l'époque. C'était une lavandière, une Goya, lavandière, qui rassemblait dans le village tout le linge des gens, mettait ça dans une charrette, d'accord? Elle allait au lavoir, elle avait le linge, et puis après elle ramenait le linge aux gens. Et puis bon, dans la course, elle s'est trompée, elle a rendu une chemise de X à Y. Et bien la même chose, tu te rends compte que c'est pas ta chemise, d'accord? Donc tu vas porter plainte, mais si la personne ne te rend pas ta chemise en échange de celle-là, tu peux pas dire non, ben je la rends pas. Tu rends quand même cette chemise. D'accord? Mais dans le cas de la chemise, c'est la différenciation qu'il y a avec la première chose. Dans la première halakha, on parlait d'un manteau, d'une belle veste, quoi. Là, on parle d'une chemise. Donc, dans la chemise, là, il te fait une différenciation, il te dit que dans la chemise, tu peux t'en servir. Alors que le manteau, non. Le manteau, tu peux le prendre en attendant qu'on te rende le tien et tu l'amènes à la maison. La chemise, tu peux t'en servir carrément. Alors, quelle est la différence? C'est que, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que tout dépend de la akpada les gens, de la comment on dit, de l'importance que les gens accordent. Si tu supposes que ce manteau que tu as pris, la personne n'aurait en aucun cas voulu l'échanger contre un autre, donc tu n'as pas le droit de t'en servir. Tu deviens gardien gratuit, mais tu ne t'en sers pas. Alors que la chemise, ça ferait partie des choses dont on s'en fiche, quoi. Cette chemise-là ou une autre, bon, elle est propre, je la prends. Donc, dans un cas où on fait attention, on n'a pas le droit de s'en servir. Dans le cas où les gens ne feraient pas attention, tu aurais le droit de t'en servir. Deuxième cas de figure où on a le droit de s'en servir, c'est quand tu étais donc dans une soirée de mariage, ou ce que je sais, tu étais en visite. D'accord, on commençait à avoir les gens dans une chambre sombre. Ils vous disent voilà, mettez votre manteau là-bas. Donc tu mets ton manteau là-bas sur le lit avec tous les manteaux des autres. Puis à minuit, quand tu t'en vas, tu te retrouves avec le manteau d'un autre. D'accord, maintenant il fait froid dehors. D'accord, ou tu étais dans un mariage et tu as laissé ta veste. Et tu n'as pas envie de sortir sans veste. Ou alors un orthodoxe, il avait un chapeau, il n'a plus de chapeau. Ou alors c'était un parapluie, il n'a plus de parapluie. Donc, si tu as besoin, pour des raisons soit d'honneur, soit de froid, ou soit de confort, de rentrer avec cette chose-là sur toi, là tu as le droit de t'en servir, même si c'est un truc de valeur. Puisqu'on t'a piqué ton manteau, et puis dehors il fait froid. Donc tu dis, jusqu'à la maison, je m'en sers. Donc tu as le droit de rentrer avec le manteau, et dès que tu rentres à la maison, tu dois le poser dans une armoire et ne plus t'en servir. Si tu n'en as pas besoin du tout, tu ne dois pas t'en servir, tu dois bien le plier et l'emmener à la maison. Donc vous avez compris. Si c'est un truc qui n'est pas important, comme des pantoufles, des chemises, des trucs qu'on trouve qui ne sont pas tellement importants pour les gens, là, indifféremment, tu peux t'en servir sans demander l'autorisation. Pourquoi? Parce que la personne, probablement, ne t'en voudra pas. Mais si c'est une chose qui est importante pour la personne, tu ne peux t'en servir que dans un cas d'urgence, que tu veux rentrer avec ces choses-là à la maison. D'accord? Et dès que tu arrives à la maison, ne dis pas, c'est sûr que lui a pris le mien, moi j'ai pris le sien, donc je m'en sers, lui doit s'en servir aussi. Non, tu ne fais pas ce calcul-là.
tu le mets dans le placard et tu attends que la personne le récupère. Et même si toi, tu l'as perdu, quoi. Même si le tien, tu l'as perdu. D'accord? Vous n'avez pas de questions? Vous avez compris? Et ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Et jusqu'à quand on doit attendre? Si la personne ne vient pas réclamer son manteau, il y a une limite? Ben, quand vous voyez que les jours passent, non, vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 an et 1 jour, là, comme la loi de la... Vous voyez que les jours passent et qu'il n'y a pas de répondant, alors à ce moment-là, vous pensez que la personne, elle ne réclamera pas. Sauf si votre histoire a eu lieu à la fin de l'hiver, d'accord? Du côté de Pourim, vous avez perdu le manteau, et puis après il y a les beaux jours, donc les gens ne pensent plus au manteau. C'est ça. Et comme les gens s'en fichent complètement, il se souviendra du manteau ou du parapluie que quand il va refaire mauvais. Là, vous êtes obligé d'attendre les mauvais jours. Donc si c'est un truc qui est saisonnier, tu es obligé d'attendre. Mais si c'est pas saisonnier, tu vois que les jours ont passé. Maintenant, il fait froid. Donc régulièrement, les gens sortent leur manteau. Jusqu'à Pessah, vous avez donc le temps largement de vous rendre compte que vous avez perdu votre manteau, donc d'aller le chercher. Si vous voyez qu'à Pessah, la personne n'est pas venue, c'est à vous. Mais pas avant. D'accord? Voilà. Deuxième halakha. Donc on parle toujours des lois de vol. Hein, c'est des lois de vol. Parce que vous appelez un voleur, et la personne s'appelle un voleur, même si elle ne sait pas qu'elle a volé. On a appris quelque chose d'intéressant ce soir. C'est qu'un voleur n'est pas forcément un voleur conscient. Puisqu'il a pris le manteau sans avoir, il a volé, il s'appelle voleur. Bien qu'il n'ait pas volé, comment on dit ça, par préméditation. Entre guillemets, on traduit des choses. Hein? Inconsciemment. Ah, voilà, c'est ça. Involontairement. Bon. Deuxième halakha, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on vient de voir, mais qui est aussi qui est lié avec le principe du vol. On parle du jeu. Le jeu. D'accord? Alors, il y a écrit dans la Mishnah que celui qui joue au dé, il ne peut pas témoigner. D'accord? Il n'est pas sous le doute. D'accord? Alors ici, il vous explique, celui qui joue au dé, à l'époque on parle d'un jeu de dé avec de l'argent. Avec de l'argent, et que l'argent, il faut préciser que l'argent soit là. On ne parle pas d'argent, vous marquez sur une feuille. J'ai perdu 50, tu as gagné 60, je marque. Non, il faut que l'argent soit là. Vous sortez l'argent. Alors, quelqu'un qui joue au dé, d'accord? Et quelle est la règle? Eh bien, c'est que le gars qui gagne, il prend l'argent de l'autre. D'accord? Vous avez joué 10 shekels, chacun. Et quelle est la règle? C'est que quand je gagne, je prends l'argent. D'accord? Ça s'appelle un Mesachek Bekubia, celui qui joue au dé. Kubia, c'est la chaîne cube. C'est des cubes, les dés. Et donc la règle, c'est que celui qui va gagner prend l'argent. D'accord? Et on fait ça d'une façon de rigolade, quoi. On rigole là-dessus, on plaisante. Ah, t'as perdu, ah, t'as gagné, hein? Il est bien que ce soit une façon de rigolade. Ça s'appelle Gezel Midivrehem. C'est un vol, pas d'Oraïta, pas un vol d'après la Torah, c'est un vol des Ravanan. Qu'est-ce que ça veut dire un vol de Ravanan? Un vol de Ravanan, c'est parce que quand vous jouez, vous faites semblant de dire que vous êtes prêt à perdre. Mais en réalité, quand vous perdez, vous avez les boules. Et donc, vous avez le sentiment que la personne vous a volé, qui vous a quand même pris de force l'argent. Donc, ça s'appelle Gezel des Ravanan. D'accord? Parce que vous n'avez pas réellement donné de bon cœur cet argent, parce que quand vous avez joué, c'était pour gagner. C'était pas pour perdre. Donc, Gezel des Ravanan, c'est ce qu'on appelle jeu de dés. D'accord?
Et c'est une interdiction de Chachamim. D'accord? Maintenant, quand est-ce que... Alors les décisionnaires discutent. Quand est-ce que la personne sera pas sous le bédoute? Quand est-ce qu'on va interdire à quelqu'un de témoigner quand il joue? Il joue pour de l'argent, que ce soit au dé, aux cartes, au casino, au jaquet, au ce que je sais, au chèche-bêche, tout ce que vous voulez. Quand il s'agit de jeux d'argent qui rendent la personne pas saoule, interdit de témoigner, c'est quand c'est quelqu'un qui ne vit que de ça. Quelqu'un qui fréquente les tripots régulièrement, un rat de casino. Par contre, s'il joue de temps en temps, même s'il est connu pour jouer, mais il a une parnasse, il a un métier, ou il a une activité, ou même il est à la retraite, donc ça ne nous intéresse pas, mais il n'est pas tout le temps fourré là-dedans. Dans ce cas-là, il peut témoigner. Moi, j'ai été à un mariage. Alors, celui qui a fait le mariage, il me dit qu'ils ont les témoins. Alors, je dis, voilà, le monsieur veut celui-là qui est comme son oncle, il est très proche de lui, émotionnellement, il veut que ce soit son témoin. Et l'autre, bah, c'est du côté de la femme. C'est un monsieur très bien, ok. Puis vient quelqu'un à mon oreille, et me dit, mais lui, il a un casino, il joue, il fait que ça, quoi. Donc, halte là, il ne peut pas être témoin. Comme il vit de ça, mais comme on le voit d'ailleurs, les gens qui fréquentent ces milieux-là, ça finit avec les revolvers, et les prostitutions, et la police, et la mafia, etc., etc. C'est des trucs qui sont visiblement, qui mènent à la délinquance, quoi. Donc quelqu'un qui vit comme ça, même s'il ne vole jamais, il gagne, il perd, il est inscrit, il a des jetons, il est bien, il a sa carte de club, il est pas sous les doutes parce que ça frôle le vrai vol, quoi. Bien que ce ne soit pas du vol dans l'état, puisqu'on a dit, chacun est d'accord de perdre. Mais, comme il est Gezel de d'Ivrahem, les Chachamim, ils ont fixé qu'on ne peut pas le prendre comme témoin. Donc c'est embêtant. C'est parce que le mariage, il dit, bon, ben, il n'est pas témoin, Mais si jamais il a besoin de témoigner quelque part, d'après la Torah, c'est comme si c'était nul, quoi. Si vous avez que lui comme témoin dans un accident ou dans un attentat ou n'importe quoi, il n'a aucune valeur. Donc c'est embêtant. D'accord? Donc on a dit, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse que ça, soit son activité principale. Il faut que ce soit de l'argent. D'accord? Et donc, ça c'est la première chita. Deuxième chita, elle dit, non, c'est pas interdit en tant que Gezel. C'est interdit parce que l'homme ne s'occupe pas de sagesse et de construction du monde. Il participe à la déliquescence de l'humanité. Donc c'est pas du tout en tant que vol qu'on lui interdit, c'est parce que l'homme doit se consacrer à étudier de la sagesse, même si c'est pas de la Torah, et à construire le monde, même si c'est pas des yeshivot. D'accord? Donc celui qui travaille, qui s'occupe du yishuv ha'olam, il ne va pas s'occuper de ce genre de trucs. Et donc quelqu'un qui passe son temps à jouer, il n'est pas condamné en tant que voleur de Ravanan, mais il est condamné en tant que personne qui est négative, quoi. D'accord? Donc dans les deux cas de figure, ça reste un issour. Maintenant, de quoi on parle? On parle quand, on a dit, quand il y a de l'argent. Il faut que l'argent soit là sur la table. Personne négative, c'est des rabbanan également? Oui, c'est le Ravanan. Au lieu de s'occuper de construire le monde, il le pourrit, quoi. D'accord? Donc on lui a pas dit de s'occuper que de Torah. C'est pas de on lui a dit, tu aimes les mathématiques, occupe-toi de mathématiques. Tu aimes les mots croisés, fais des mots croisés. Tu veux jouer ce que
que je sais, moi, apprendre une intelligence quelconque, fais-le. Apprendre l'encyclopédie par cœur, va cacher. Ou alors, va entretenir ton jardin, va faire du bénévolat, faire ce que tu veux. Ça s'appelle Yishuv Olam. C'est pas de Horaïta, ce cas-là? Non, aucun n'est d'Oraïta. L'un, c'est Gezel de Rabbanan, et ça, c'est une création, une réalité, quoi. Il ne s'occupe pas du monde, il s'occupe de détruire le monde. D'accord? Il ne s'occupe pas de construire le monde. Et donc, comme il est dans l'oisiveté, ça va entraîner des tas de trucs par la suite, c'est évident. Donc on répète, tout ce qu'on a dit, c'est quand il y a de l'argent. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas d'argent, c'est Stam, il écrit, je te dois 50, tu me dois 500, après on fait les comptes. D'accord? C'est nul et non avenu. Ça existe, ce jeu-là? Non, il y a plein de gens qui font ça. Jouer sans argent? Ils jouent sans argent, c'est des promesses, quoi. Des promesses? Ouais, t'as perdu 10, j'ai gagné 20. Puis à la fin de la soirée, on voit combien on a gagné chacun, combien on a perdu chacun. On a gagné Mais après, il faut qu'il sorte de l'argent, évidemment, le bonhomme. Mais là, il dit, tant qu'il n'a pas sorti l'argent, tant qu'il n'y a pas d'argent qui est posé, ils peuvent faire tchouva, se rétracter, dire, bon, allez, bonsoir, ça y est, on a fini. D'accord? Même din sur le pari. Le pari, ça rentre dans la même définition, le même guédère. Le pari, c'est quoi? C'est de dire, moi je dis que c'est ce que je sais, moi, qu'il va faire beau demain, toi tu dis non, il va faire pas beau demain. Un pari. D'accord? Donc, quand les gens font un pari, on ne parle pas d'un pari qui est vrai. C'est-à-dire, si vous pariez avec moi, Ron, sur une notion dont je suis sûr, pour vous donner une leçon, j'ai le droit de vous dire, je vous préviens, si j'ai raison, vous m'offrez un pack de bière. Là, c'est pas un pari, parce que je sais que j'ai raison, et je vais vous donner une leçon pour vous apprendre à douter de mon Ron. Et vous, la même chose. Vous êtes très forte en football, vous vous dites, je parie que c'est le Brésil qui a gagné en 94. Moi, j'y connais rien, mais je fais le malin, je dis, mais non, c'est l'Argentine. Je te parie que c'est pas vrai, si t'as tort, tu me payes un voyage en Amérique. Là, j'ai le droit de faire ça, pour donner une leçon. Le pari interdit, c'est quand vous racontez n'importe quoi. Racontez n'importe quoi. Je te parie que Madame Juliette va rentrer. Il dit non, je te parie qu'elle va pas rentrer. C'est un truc complètement fou, quoi. D'accord? Donc il y a des gens qui font ça tout le temps, ils parient. Donc si tu paries quand c'est vrai, ça ne fait pas un pari. On ne fait pas un bisaïon à la personne, sachant que... Très bien, ça lui apprendra. Pourquoi? À quel titre? À quel titre? Moi, quand quelqu'un, je dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Je ne suis pas gâteux. Donc si quelqu'un insiste, alors que je suis sûr de moi, je lui dis, bah, tu vas le payer. Après, ça les guérit. Si je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Ou peut-être bah oui, peut-être bah non. Si je dis, c'est vrai, l'autre me dit, non, c'est pas vrai, bah, tu vas le payer. Vous comprenez? Et vous avez le droit de faire ça. Ça apprend aux gens à vivre. On ne vous dit pas de flamber. On dit, tu prétends que c'est comme ça, je te dis, non, c'est pas comme ça. Maintenant, si c'est n'importe quoi, je te parie que c'est un gouvernement de droite qui va passer, c'est n'importe quoi, c'est des spéculations dans l'air. Alors ça s'appelle un pari, et ça, on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, il dit, quand est-ce qu'on a... Mais quel est le problème? En quoi il y a un gazelle là-dedans? Parce qu'on a dit que c'est les droits de gazelle. Il faudrait qu'il y ait un vol dans l'affaire. Le vol, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est que la personne, elle aurait bien voulu... Elle a parlé de 50 shekels, mais elle n'a pas envie de les donner, ces 50 shekels. Donc quand elle va les donner de mauvais cœur, et donc en réalité, c'est comme si la personne y avait pris de force. D'accord? Donc elle était prête à jouer, mais elle était prête à jouer pour gagner, pas pour perdre.
D'accord? Maintenant, même topo ici, quand est-ce qu'il y a un problème? C'est quand l'argent est là. Je dis, je te parie ces $100, d'accord? Que Obama ne viendra pas dans 3 semaines. Il dit, non, je te parie qu'il viendra. D'accord? Si j'ai les $100 dans la main, devant lui, si Obama vient dans 3 semaines, je dois lui donner. Bien que ce soit interdit de la Torah de faire ça. Mais comme je me suis engagé, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux pas être Roser Bi, je ne peux pas me rétracter s'il y avait l'argent. Bien que ce soit interdit de faire ce que je fais. Puisque on a dit qu'il ne faut pas parier. Mais comme j'ai donné ma parole que si je perds, je lui donne $100, alors Obama n'est pas venu, donc j'ai perdu $100, je suis obligé de les lui donner. Alors que s'il n'y avait pas d'argent, c'était que des mots en l'air. Ah, je te parie un couscous qui ne viendra pas, il n'y a pas de couscous à l'horizon. Donc comme il n'y avait pas de couscous à l'horizon, tu peux te rétracter, il dit ah, c'était pour blaguer. L'autre il dit ah, tu vois, il est venu avec Obama, tu as perdu. Ouais, bah, c'était pour rigoler. Là, ça marche. Ça s'appelle pas ni menteur ni rien du tout, ça s'appelle il y avait du vent, il a annulé le vent. C'était que du vent, il a arrêté le vent. Alors que là, il n'y a pas de vent, c'est de l'argent. Mais vous voyez bien que c'est très grave, ces histoires de... Il y a plein de gens qui font ça, à la longueur de journée, qui font ça. L'argent, c'est un témoin, l'argent. Non, parce que l'argent, c'est un kinyan. On acquiert... Il a acquis à condition, le monsieur. Il a acquis à condition. Il a fait une acquisition conditionnée par le fait qu'il a raison. S'il a raison, eh ben, le billet lui revient. Il a eu le billet. Alors que si c'était en l'air, comme les paroles sont en l'air, et il n'y avait pas d'argent réel, donc tout peut s'évanouir, s'annuler. Vous avez compris? Sinon, ils appellent un gazlan. Ils appellent un gazlan s'il ne donne pas l'argent. Bien qu'il veut jouer maintenant les tzadikim en disant mais non, j'ai appris dans la halakha que c'est assourd. Non, il faut arrêter. Même si Obama il vient pas, on se doit rien. Il dit non. Dans la halakha, tu dois me les donner s'il vient. Donc bien que ce soit un issour de faire ça, c'est un plus grand issour de se rétracter s'il y avait de l'argent au milieu. C'est clair ou pas? Très clair. Voilà. Alors on arrête là pour la halakha. Et maintenant on va voir quelque chose qui ressemble à ça, c'est le parashat Mishpatim. On est dans la parashat Mishpatim et qui parle essentiellement de tous ces problèmes-là qu'on fréquente toutes les semaines. D'accord? Alors hier c'était la Iloula, Askara, le Yortzeit de Rabbi Israël Salanter. On a entendu parler de Rabbi Israël Salanter, c'était celui qui a fait ressurgir dans le monde juif l'étude du Moussar. Vous savez bien que à travers les siècles, les gens commençaient à se concentrer à la philosophie, à la halakha, au Talmud, etc. Mais le Moussar était mis de côté. Parce qu'on dit, le Moussar, c'était au temps du Moyen-Âge, ça. Le devoir des cœurs, le Rambam, etc. C'est des trucs pour le Moyen-Âge. Mais parler de travailler les midot, et changer, etc., c'est pas tellement utile. Et lui, il a expliqué qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans Moussar. D'accord? Et alors, c'est quoi le Moussar? Ça veut dire le fait d'être inquiet de bien se comporter, quoi. Et donc lui, Rabbi Israël Salanter, il a dit une chose extraordinaire. Il dit, il faut faire de Choshen Mishpat, ce qu'on est en train d'étudier, mais la dernière partie du Shulchan Aruch, il faut en faire la première partie du Shulchan Aruch. Orach Chaim. C'est-à-dire les lois du Shema, des Tfilin, du Etrog, de la Katnerot Shabbat,
le tzitzit, tout ce qu'il y a dans la première partie, il dit ça, il faut, le Rochen Mishpat, ils vont faire le Rachaim. C'est-à-dire, ils vont faire son Shulchan Aruch de tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans le prochain Mishpat? Toutes les lois concernant Ben Adam Lachavero. Toutes les lois concernant Ben Adam Lachavero, que ce soit financier, comment on appelle ça, la violence, le relationnel de toutes sortes, de toutes formes. Le respect des affaires, le respect du... etc. etc. L'exemple typique, vous voulez rentrer, vous entendez que dans la choule, on va dire la Kedusha, vous voulez vite écouter un Kaddish ou la Kedusha, alors vous rentrez dans la choule, vous bousculez tout le monde, ou vous poussez, vous faites tomber un livre de quelqu'un, etc., pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors lui il dit, ton Kadosh, Kadosh, il ne vaut rien du tout, parce que tu as fait des dommages à plein de gens, et le mon Dieu, il n'aurait pas besoin de ton Kadosh si tu as renversé des livres, bousculé des gens, d'accord? Ce sont les lois de Derech Erez. Non, c'est pas Derech Eretz, c'est Rochen Mishpat, ça veut dire que tu... Quelle est la différence? Mais non, Derech Eretz, c'est comment on se comporte, le savoir-vivre. Là, c'est carrément des dommages qu'on fait aux gens dans les mots et dans les biens. Donc c'est un problème comment on appelle ça, juridique. C'est carrément juridique, c'est pas simplement ouais, c'est pas simplement la politesse, la correction, etc. C'est carrément du dommage qu'on fait aux gens. D'accord? Le coup du manteau, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Dans la nuit, elle ne regarde pas la personne, elle prend le manteau, elle s'en va. Mais c'est pas du derech eretz, c'est du gezel. C'est pas simplement un manque de correction d'être parti avec le manteau de l'autre. C'est que tu as fait du gezel, parce que peut-être la personne, elle fait très attention à son manteau, et donc tu lui as volé. D'accord? Si vous faites tomber un livre, même si vous le ramassez en l'embrassant, vous l'avez peut-être abîmé ce livre, ça y est, il faut le réparer peut-être. Donc, et la personne ne fait pas attention. Elle dit slicha, elle remet le livre, mais peut-être maintenant ce livre il ne vaut plus rien, peut-être il faut le recoller. Donc tu as fait un dommage financier à quelqu'un. Donc lui il dit que il faut faire de prochaine mishpat au rachaïm. Et pourquoi? Parce que vous en êtes rendu compte. Prochaine mishpat, ça recouvre un nombre infini de choses qu'on voit tous les jours. À chaque instant, vous fréquentez Rochen Mishpat. Exemple de Rochen Mishpat que vous fréquentez tous les jours. Je pose sur la table une coupe avec des mandarines. D'accord? Avec des mandarines. Moi, je les ai amenées pour tout le monde. D'accord? Tant que je n'ai pas dit officiellement c'est pour tout le monde, si quelqu'un vient et prend une mandarine en disant c'est public, je la prends, c'est un voleur. Bien que moi je les ai apportés pour qu'il les mange. Il s'appelle un voleur parce qu'il aurait dû attendre le feu vert de celui qui les a apportés. Donc il y a plein de cas où vous vous appelez Gazlan, alors que vous avez fait la chose sans comment on appelle ça, sans déranger la personne. Vous vous rendez compte comment ça marche? Vous prenez un gâteau que j'ai mis sur la table, vous le mangez sans avoir vérifié que ça y est, tout le monde peut se servir, vous vous appelez Gazlan. Ou alors vous avez ouvert un paquet de gâteaux sans l'accord. Pendant que je n'étais pas là. Moi ça me fait très plaisir parce que je sais que vous aviez faim, mais vous appelez un Gazlan parce que vous avez volé le gâteau pendant tout le temps où je n'étais pas là. D'accord? Vous avez utilisé un stylo ou n'importe quoi sans l'autorisation du propriétaire, même si ça ne vaut rien ce que vous avez gaspillé, vous appelez voleur.
Donc le Choshen Mishpat, c'est quelque chose qui doit être pour nous au Rachaïm, parce que c'est tous les jours et 24 heures par jour qu'on est confronté à ce problème. Même entre mari et femme, même entre enfants et parents, même entre voisins et amis, etc., il y a ce problème de Gezel. Vous avez compris? Et pourtant, on voit bien que les gens, ils marchent là-dessus comme si c'était du... Oh, on est copains, j'ai ouvert la bouteille avant qu'il arrive. C'est mon copain, il va rien dire. Et tant qu'il arrive, vous lui dites, ah ben on t'a mis le whisky hein, que tu as apporté, hein. Il est bon, hein. Ah ouais, la brioute. Mais la brioute, mais vous avez été un gazlan. Vous avez volé la bouteille parce que vous n'avez pas donné le feu vert pour l'ouvrir. Et donc c'est des choses qui arrivent à longueur d'année, à longueur de journée. Et c'est justement l'enseignement de Mishpatim. C'est que il y a beaucoup de gens qui disent comment se fait-il que la Torah se mêle de tout? D'accord? Les 10 commandements, je comprends, c'est grand, c'est général, c'est universel. Mais la Torah, elle se mêle de tout. De l'agneau, et du mouton, et de la jeune fille, et du vieux, tous les cas de figure imaginables, et même inimaginables, la Torah en parle. Et elle dit, c'est vrai, c'est bon, c'est faux, c'est cachère, c'est pas soul. Pourquoi? Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui penseraient que la Torah devrait être plus générale. Alors c'est ce que Rashi vous dit tout de suite d'entrée de jeu. Il vous dit pourquoi il écrit V et les Amishpatim. Quand il y a écrit V, c'est pour relier avec ce qu'il y a avant. Donc sache que la Torah n'a pas été donnée simplement avec les 10 commandements, mais tous les détails de Mishpatim, le bœuf qui tombe, et la charrue qui est volée, et la jeune fille qui est violée, comment on appelle ça, le vieux qui est trompé, le pauvre qui est bafoué, et le pauvre qui est honoré en plus, toutes ces choses-là, dans les moindres détails, ça fait partie de la Torah. Et pourquoi? Puisqu'on l'a vu 50 fois, Dieu n'est pas seulement transcendant, il est immanent. Il n'est pas seulement au-dessus, il est dedans. Il est dans tout. Or, comme il est immanent, donc, dans chaque détail du monde, c'est sûr qu'il y a une volonté et une idée sur les choses. Dieu a une idée sur les choses, sur chaque détail. Est-ce qu'il faut mettre un rideau bleu dans une synagogue ou un rideau cramoisi? On doit savoir si oui ou non. Pardon? Ça n'a rien à voir avec le chemin de vie. Oui, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, exactement. C'est-à-dire que quand vous respectez... Rachaïm, c'est un chemin de vie en plus. Ouais. Orachaïm. Orachaïm. Ah, c'est chemin de vie, Orachaïm? Pas Or Achaïm. Non. Orachaïm, le chemin de vie. Orach. Il y a Derech Achaïm et il y a Orachaïm. Voilà. Il y a Derech Achaïm et Orachaïm. Voilà. Donc, Derech Achaïm, c'est le chemin, la route qui mène à la vie. Et Orach Chaim, c'est la façon d'y arriver. Bon, la façon d'y arriver, c'est la halakha. C'est le comportement. Oui, mais chaque détail du comportement, la Torah vous dit, on fait comme ça ou on fait pas comme ça. Eh ben, c'est très bien, on nous explique ce qu'il faut faire. Non, mais il y en a qui critiquent ça. Il y en a qui vont C'est trop. Pourquoi? C'est trop de chaque détail, laisse-moi tranquille, laisse-moi respirer. Donc il dit non, parce que Qui veulent pas appliquer. comme Dieu est partout, donc il a il a une idée sur chaque détail. D'accord? Vous avez compris que c'est donc fondamental. Quelle est la définition de la comment on appelle ça? De chaque le statut, pas seulement la définition, le statut de chaque élément sur Terre. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très significatif de la paracha de Mishpatim, puisque on rentre dans des détails qu'on n'avait pas entrevus du tout apparemment dans les 10 commandements. C'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous. C'est une preuve d'amour de Dieu pour nous, exactement, et en même temps c'est une preuve que s'il y a un créateur,
il est très peu probable, contrairement aux philosophes du XVIIIe siècle, il est très peu probable qu'il y ait un créateur et qu'il n'ait pas eu l'idée de donner le mode de fonctionnement du monde qu'il vous a donné. C'est un peu cruel, quoi. Vous comprenez? C'est comme si je vous disais, voilà, je vous donne les clés de la maison, faites ce que vous voulez. Ah, vous allez dire, ah, il est gentil. Vous rentrez dans la maison, vous ne savez pas où sont les clés des armoires, comment le frigidaire il s'ouvre, comment les chambres elles s'ouvrent, comment les toilettes s'ouvrent, tout est mystérieux. Il y a des codes partout. Ah oui, ça s'appelle une offre de Gascon, quoi. Il faut se moquer de vous, vous restez sur le fauteuil et vous attendez. Vous ne pouvez pas ouvrir un robinet, vous ne pouvez pas vous faire un café, etc. Le tamour. Donc si vous êtes des gens sérieux, quand vous dites à quelqu'un, prends les clés de la maison, vous lui faites un petit tour de la maison, lui disant voilà, ça c'est la cuisine, ça c'est le lait, ça c'est la viande, ça c'est les toilettes, ça tu peux rentrer dans cette chambre, celle-là non, parce que c'est les propres propriétaires, tu donnes des directives. Donc qu'est-ce que ce serait ce bon Dieu que créer un monde, et voilà, je t'ai mis dans le monde. Et comment ça marche? Ah, ça je te dis pas. Mais alors, si tu me dis pas... C'est un monde sans information. C'est très grave, ça veut dire que... Moi, je vais dire, bon, ben, je peux tuer, je peux voler, puisque j'ai besoin de tuer, je vais tuer, je vais voler, je vais tuer. Alors là, Torah vient te dire, pas du tout. Dieu est dans tout, parce que comme il t'aime, il te donne tous les renseignements pour que tu fasses bien marcher les choses. Et donc, c'est ça, Parashat Mishpatim, mais c'est pour ça que le Rav Israël Salenter, il dit que à notre époque, le Tikkun Amidot, il est beaucoup plus important qu'avant. Vous voyez bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, dans la Bible, vous ne sentez pas du tout un Tikkun Amidot. Vous ne sentez pas du tout que les gens sont des gens raffinés. C'est des gens violents, les gens de la Bible. D'accord? C'est des rapports très violents dans la Bible. Que depuis Adam Arishon jusqu'à la fermeture de la Bible, les rapports humains sont des rapports à coups d'épée, à coups de malédiction, à coups de guerre, à coups de viol, de violence. Donc le raffinement des midotes, il a fallu attendre très tard pour en parler, quoi. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, plus le temps passe et plus on exige que les personnes soient plus raffinées. Pour raffiner le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est plus raffiné qu'avant. Il y a il y a plus de diplomatie que de conflits ouverts entre les gens. À l'époque, les guerres, c'était normal, quoi. Quelqu'un ne s'entend pas avec toi, et hop, tu envahis le pays, tu tues les femmes, les enfants, tu voles son blé, et tu retournes chez toi. Là, aujourd'hui, à part les pays qui sont encore primitifs, quoi. La plupart des pays évolués, ils ont une tendance à vouloir régler les conflits par le dialogue, par la diplomatie, etc., etc. Donc on voit que le monde est plus raffiné qu'avant. Donc on te dit au niveau individuel, ça doit être pareil. Tu dois travailler en finesse et donc être plus raffiné qu'avant. Et tu ne dois pas faire comme dans le Tanakh, rendre le bétail de celui-là il me plaît, allez, je l'emporte. La femme du prochain me dérange, je lui coupe la tête. C'était comme ça dans le Tanakh, oui. Et puis ils vous racontent ça de façon très pachoute. Ils vous disent pas, rendez compte, il est venu, il a tué, il est venu, il s'est levé la matin, il a coupé la tête, après il a été offrir un corban pour se faire pardonner, le bon Dieu lui a dit, allez, je te pardonne, et on continue. C'est ça le Tanakh. Oui. Non, j'exagère. Non, Maxime, du tout. Ne soyez pas chrétienne. Ouvrez le Tanakh de la première page à la dernière page, c'est que ça. Non, mais il l'a pas châtié. Caïn me dérange. Abel le dérange, c'est pas qu'il lui dit, bon, mon frère, viens, on va dire les Chaïm, on va essayer de discuter. Ah, oui, ah, il égorge. Mais quoi, jusqu'à la dernière page, c'est comme ça. Dites-moi un exemple. Dites-moi un exemple où ça se passe à l'amiable. Gentiment. C'est que de la violence. Du viol, la violence, etc. Donc les relations, c'est des relations très sèches. Même quand on n'a pas dit d'embrasser les uns, c'était pour voir s'il y avait de l'eau. Voilà, c'est ça. C'est très très sec, très très cruel.
Parce que les gens étaient grossiers, parce que ils étaient... Bon, mais maintenant. Ils vivaient comme des titans, ils ne vivaient pas comme des êtres humains. Donc maintenant, on dit non, il faut travailler en finesse. Il faut être beaucoup plus raffiné. Et c'est ce que vient nous dire Mishpatim. Parce que Mishpatim, ce ne sont que des versets. Mais toute la littérature qui a été écrite à partir de là, c'est pratiquement tout le judaïsme est basé là-dessus. Et donc le Rav Israël Salanter, il vous dit, les gens font très attention au Rachaim, comment on prie, où est-ce qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema, à quelle heure il faut faire allumer les bougies, etc., Hanouka, tout. Les gens font très attention à ça. Pareil avec Yoredea. Yoredea, c'est la cache-route, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, quand, mi, ma, mou. Les gens font, oh là, ils font très attention à ça, la cache-route. Even Haezer, c'est les relations entre les mariés et femmes. D'accord? Les gens, ils font attention à ça, ils veulent un beau mariage. S'ils divorcent, ils veulent que ça soit bien fait. Tout, ils font attention à ça. Prochaine Mishpat, ah non, je ne fais pas partie du Beddin, moi. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin d'étudier Prochaine Mishpat. Donc tu te rends compte que Prochaine Mishpat, c'est depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches. Tu vas faire Prochaine Mishpat. D'accord? Un gars dans une yeshiva, il met son eau pour se laver le matin à côté du lit de son copain, et quand l'autre il se réveille dans la nuit, il donne un coup de dent, et puis il se fait crier dessus parce que tu n'as pas vu que j'ai mis le kéli, mais je dormais. Donc tu aurais dû au moins réfléchir de mettre le kéli du côté de ton lit à toi, pas du côté de son lit à lui. D'accord? Ou tout simplement, vous revenez d'un mariage, il est 1h du matin, vous êtes... D'accord? Ah, les gens klaxonnent. Ouais, on est tous heureux, la mariée est mariée, vous vous rendez compte qu'elle... Oh, on a tellement attendu avant qu'elle se marie, celle-là. Oh, ils sont là. Ouais, allez, sors, tiens, regarde, il y a des cadeaux, papa. Pendant ça, il a réveillé le cardiaque du 3e étage, il a fait peur à la vieille du 2e. Donc il a fait 50 interdictions de prochaine mishpat, parce qu'il a voulu faire une misva de Even Haezer de réjouir la mariée. Aïe. Mais pendant ça, le cardiaque, il est là. D'accord? Et vous voyez ça tout le temps. Heureusement qu'ils ne sortent pas à minuit, ils sortent à 5h en général l'après-midi. Quand ils reviennent, vous n'avez pas vu quand ils reviennent, les gens des mariages? Ah bon? Je crois que c'était quand la mariée sort. Et même quand ils y vont, c'est pas parce qu'ils y vont qu'ils doivent boucher la rue et déranger tout le monde. C'est pas parce qu'ils se marient que je suis obligé de supporter les... Vous comprenez? Donc ça veut dire que les gens disent, ah, mais c'est une misva, le mariage, on est contre, papa. Oui, entre-temps, tu as fait 50 interdits. Tu as dérangé tout le quartier à cause de tes trucs. Donc on voit bien que le Rochen Mishpat, les relations, pas simplement de convenance, les relations de dommage que j'ai entre moi et mon prochain, c'est des choses que vous avez tous les jours. Il y a quelqu'un qui a tout naturellement construit une pergola sur son balcon. Quoi de plus légitime? C'est son balcon. Ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, le voisin d'en face n'a plus de lumière. Puisque la pergola empêche le soleil de rentrer. Et il aurait pu lui demander son avis avant. C'est comme ils sont bien élevés, ils n'ont pas été ni à la police, ni chez le Rav, ni rien du tout, mais résultat des faits, la personne n'a plus de soleil qui rentre, puisque cette pergola n'existait pas pendant des années. Vous avez compris? Donc ça veut dire, tu fais quelque chose qui te semble anodin, j'ai l'autorisation de la mairie, oui, mais peut-être tu déranges ton voisin. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi Ezek Reia, le fait de faire un dommage sur la vue. La vision. D'accord? Dommage sur la vue. C'est-à-dire que quelqu'un qui, en ce moment, veut vendre un appartement dans un quartier de Jérusalem, mais il ment aux gens, parce qu'il leur dit pas que dans quelques mois, ils vont construire un immeuble devant.
Et donc il n'y aura plus aucune vue sur Jérusalem comme il y a maintenant. Donc c'est dégoûtant. Parce que la personne, elle l'achète pour dire, j'ouvre la fenêtre, vous vous rendez compte, tout Jérusalem devant moi. Et puis dans 6 mois, un immeuble. Mais lui n'en parle pas. C'est même l'argument de vente. Eh oui, c'est l'argument de vente. Donc ils vont très cher à cause de ça. Et il ne veut pas dire, enfin, il lui prétend que non, avant qu'ils construisent. C'est un vol déguisé alors. Bien sûr. Donc les gens vivent avec ça à longueur de journée. Donc non seulement l'immeuble qui va être construit en face va faire un dommage à celui qui est là. Un dommage à celui qui est là. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre la fenêtre, j'ai pas besoin de voir Madame Cohen avec ses bigoudis en train d'accrocher sa lessive. Moi, j'avais devant moi le Gan Saker, et puis comme je vous ai pas raconté, une fois que j'ai visité un appartement, c'était le comique le plus grand qu'on pouvait trouver. À Ezrat Torah, il y avait le zoo. Le zoo de Jérusalem, il était à Ezrat Torah. D'accord? Alors, j'ai visité un appartement dont les chambres étaient des boîtes d'allumettes qui coûtaient une fortune. Et puis pour couronner le tout, la dame, une brave orthodoxe de Ezrat Torah, elle me dit, bon ben voilà, et puis il y a des mirpessotes, elle me dit, il n'y a pas que des chambres, il y a aussi des balcons. Bravo. Alors j'ouvre le balcon, j'ouvre tous les balcons, et puis elle me fait ouvrir un autre balcon, le dernier, j'ouvre le balcon, et qui ne fut pas ma surprise de voir devant moi un lion. Un lion, carrément. Alors elle me dit, voilà, elle me dit, c'est Galatanachi, c'est chaquette, c'est très silencieux. Ah oui. Je dis, quoi, le lion, vous aviez le balcon, et 1 mètre après, vous aviez la grille avec le lion. Alors je veux bien. Enfin, si jamais il arrivait que la grille s'ouvre, ou que. C'est pas très. C'est un peu effrayant pour les enfants, vous voyez. En plus du bruit qu'ils font. Et les odeurs, les odeurs de fauve. Et bien, elle me dit, bon voilà, tu vois, en plus il y a le... Elle t'a pas menti. Non, mais pour vous dire, comme les gens... Elle t'a pas dit vu sur le gars de Tanachi. Les gens ne se dérangent pas du tout. Je lui dis, oui, c'est des voisins agréables. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à longueur... Non, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti parce qu'elle ne se rendait même pas compte de l'horreur. Vous voulez bien... Ah oui, le lion à un mètre de vous, quoi. C'est incroyable qu'au niveau de la sécurité, les architectes aient pu accepter. C'était une loge de concierge ou quoi? Non, tout le quartier était... C'était un immeuble ou un appartement? Tout le quartier entourait le zoo. C'était un zoo vraiment... un zoo vraiment minable, quoi, à l'époque. Ouais, Jérusalem, c'était un tout petit réduit, quoi. Donc, à longueur de journée, vous pouvez vous heurter à des problèmes de Choshen Mishpat. Vous jetez de l'eau dans l'escalier, ce que je sais, moi, etc., etc. Donc on voit que tout ça, c'est Mishpatim. Ça veut dire que Dieu, en vérité, veut résider dans cette relation entre les êtres humains. Chaque fois, alors le problème c'est que on ne vous demande pas de devenir Dayan, de devenir un juge, mais au moins que vous sachiez, c'est l'essentiel de l'étude de la halakha, c'est de savoir au moins qu'il y a une question. Quand vous récupérez un manteau dans un mariage, vous n'auriez peut-être même pas pensé que c'était un problème de gazelle. Tout est relatif. Vous auriez dit, ouais, c'est un problème, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais quel est le statut? Est-ce que j'ai le droit de se servir de ce manteau ou pas? Donc c'est pour ça que Mishpatim vient et vous dit, dans chaque détail, tu dois savoir qu'il y a une volonté de Dieu là, ou une volonté de Dieu de ne pas être là. La question, on la pose. Pardon? La question, on la pose à qui? On se la pose. On se Comment? la pose? Ben, Non, mais le Shulchan vous répond. S'il y a quelque chose de précis, comment vous allez regarder dans le Shulchan Aruch? On demande un. Ben, vous demandez un rat, Demandez un rat. ou vous suivez les cours. Et vous allez bien voir, si on parcourt tout le Rosh Nishmat, vous allez vous rendre compte que vous êtes 100 fois plus au courant que des milliers de gens qui ne savent rien. Donc le fond du problème, c'est de se poser déjà les questions.
C'est de savoir qu'il y a une question. C'est de savoir qu'on peut... Ah oui, la plupart du temps, les gens sont persuadés qu'il n'y a pas de problème de Rochen Mishpat. Ils croient que Rochen Mishpat, c'est un truc qui est réservé aux grands juristes des yeshivot ou du tribunal suprême. Alors que c'est un truc qui concerne chacun à chaque instant. Vous avez compris? Oui, en fait, alors quand on lisait les lois du Rav Israël Salanter, enfin, ses conduites, etc., on ne savait pas que ça pouvait être codifié. Non, mais c'est codifié. Maintenant, maintenant, il apprend. Mais non, ça fait 2000 ans que c'est codifié. Le Rav Salanter, C'était il y a un 2 siècle. ans. Mais il y a 2000 ans que c'est codifié. Le Rochen Mishpat, Le prochain Mishpat, Rav, il a été écrit par Rabbi Yosef Karo, quoi. Ah, 500 ans. je crois qu'il a été transmis. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, quand il a été écrit, il y a 4 parties, d'accord? La base du Shulchan Aruch, c'est le Tour. Rabbi Yaakov, il a écrit un livre qui s'appelait le Tour. Pourquoi il appelait le Tour? Parce qu'il y avait 4 parties, comme les 4 colonnes de pierre que le Kohen Gadol avait. Donc le premier tour, il appelait Orach Chaim. Donc ça parle de toutes les lois depuis le lever du matin jusqu'aux fêtes, Shabbat, et Kippour, et Hanouka, et toutes les mitzvot concernant le quotidien. Deuxième partie, il a appelé ça Yoredea, et ça parle de la shrita des animaux purs, impurs, comment on cachérise la viande, comment si on peut mélanger les choses, etc., les trucs alimentaires, quoi. Ça, c'est Yoredea. Et dedans, à la fin, il y a les lois de la Brit Mila, les lois du rachat du premier-né, les lois de la Mezouza, les lois de la Tzedaka, les lois de... Tout ça, c'est Yoredea. Il indique comment on appelle ça, il donne son opinion. Après, Eben Haezer, ça parle des lois de tout ce qui concerne hommes et femmes, les hommes et les femmes. Mariage, divorce, concubinage, remboursement, enfin, tout ce qui concerne les lois de la femme et l'homme, sur terre. Goy, juif, etc. Et en dernier lieu, Rochen Mishpat. Rochen Mishpat, c'est la 4e partie du Shulchan Aruch, donc c'est celle qui est censée être la plus complexe, puisque ça parle de juridiction. Mais en vérité, il y a des implications au quotidien et à l'heure. D'accord? Tout est, en vérité, lié avec Rochen Mishpat, et en général, la plupart des conflits entre les gens viennent de ça. Parce qu'on dit, quand vous avez une loi précise que vous voulez demander, pourquoi est-ce qu'on fait cette différence? On dit c'est un rave pour les lois. Et lui, il y a des gens qui sont spécialisés dans... Alors, il y a des spécialisations. Alors, non. Si vous avez affaire... Non, dans Rochen Mishpat, si vous avez un véritable problème juridique, vous avez fondé une société, vous avez des employés, il y a un conflit entre eux, alors ça, effectivement, il faut avoir affaire à un tribunal qui sait régler les problèmes de haut conflit. Mais là, on ne parle pas de conflit, on parle de comportement quotidien, et ça fait partie du Rochen Mishpat. Le prêt à intérêt. Ça peut être enseigné par n'importe quel rabbin. Les lois... Même si ce n'est pas enseigné, vous avez des livres qui parlent de ça, il faut les étudier parce que les gens s'imaginent que c'est un truc qui est vraiment spécial. C'est réservé à C'est une khumra. Voilà, c'est une rigueur, ouais. C'est plus important de savoir quel cacheroute acheter, quel tzitzit mettre, etc. Mais là, Maintenant, ça me parle davantage. Mais là, on te dit, mais attention, à longueur de journée, tu fréquentes Rochen Mishpat. Je cherche. Moi, je croyais que c'était... Voilà, vous avez compris que... Donc, il avait donc bien raison le Rav Israël Salanter, qu'il faut faire, si tu veux respecter ton prochain comme il faut que tu fasses de Rochen Mishpat le Orach Chaim. Il faut que tu en fasses le Shulchan Aruch au quotidien. Sinon, tu t'imagines être quelqu'un qui respecte la Torah comme il faut, alors que tu la bafoues à longueur de journée. Ben oui. Et sans le savoir en plus. Ben oui. Quand tu fais du bruit dans l'escalier
Ron, est-ce que tu as le droit de faire du bruit dans l'escalier sous prétexte que tes voisins en font aussi? Est-ce que tu peux crier des voisins? Est-ce que tu peux... Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Si on a le droit de les faire, si on n'a pas le droit de les faire, c'est une mitzvah de les faire. On fait des choses en disant, bon, personne ne va rien dire, et puis en vérité, même si tu n'as pas eu des critiques des gens, tu as peut-être transgressé quelque chose de la Torah. Et donc, c'est là-dessus qu'on est jugé dans ce monde-là, dans les relations humaines, plus que les autres parties du Shulchan Aruch, en fait. Et donc, c'est ça l'enseignement de la Parashat Mishpatim, et c'est pour ça qu'elle finit, la Parashat Mishpatim, en vous concluant le don de la Torah, en disant que les Juifs, ils ont dit Naaseh v'nishma, et qu'il y a eu des comment on appelle ça, des feux, etc. Elle refait la même chose que la Parashat de Yitro. Donc, vous avez le sentiment que on a commencé avec du spectaculaire, on finit avec du spectaculaire, et au milieu, vous avez du terre-à-terre, exprès, pour vous dire c'est le terre-à-terre qui prépare le spectaculaire. Et donc, en aucun cas, il faut négliger le prochain Mishpat, c'est la base même du quotidien, et surtout quand on vit en Israël, quand on fréquente à chaque coin de rue des gens comme vous. Parce qu'à l'époque où les gens vivaient dans leur ghetto, donc les goïms les voyaient que pour des affaires extérieurement, et puis ça va, ça allait plus ou moins. Mais là, dans le bus, dans la rue, partout vous êtes avec Rosh Mishpat. Et donc il faut apprendre ça et s'interroger sur la justesse de nos actions. Voilà, je vous souhaite de bonnes nouvelles. Merci.